Il est 16h30 sur BFM TV, vous regardez l'après-midi info, bienvenue si vous nous retrouvez à la une de ce journal. La vigilance canicule qui s'étend, regardez cette carte de plus en plus colorée. 16 départements seront demain placés en vigilance rouge, 63 en orange, y compris l'île de France. Des records ont été battus, plus de 40 degrés sans souci, on en parlera avec Kevin Fleury dans un instant. Dans l'actualité internationale, les concessions ne persuadent pas un tueur. Ce sont les déclarations aujourd'hui de Volodymyr Zelensky à 4 jours de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump sur le sort de son pays. Ça se passera en Alaska. La Russie refuse d'arrêter les massacres selon le président ukrainien qui réfute tout avantage donné à la Russie. De son côté, l'Europe s'organise. Le chancelier allemand annonce des discussions mercredi avec Donald Trump, les Européens et le président ukrainien. Et la pilule ne semble pas passer après l'annonce hier de François Bayrou de vouloir dialoguer avec les partenaires sociaux sur la suppression de 2 jours fériés. Le Premier ministre qui entend faire rentrer 4,2 milliards dans les caisses de l'État. Analyse des premières réactions et de cette marge de manœuvre très courte, très rapide dans cette édition. Édition que l'on commence avec donc cette vigilance à la canicule qui s'étend à 4 nouveaux départements, ce qui fait 16 pour la vigilance rouge. Il y en a une soixantaine en orange, on en parlera dans un instant avec Kevin Fleury. D'abord, on va aller justement dans l'Hérault qui est en vigilance orange à la canicule. On est à Palavas-les-Flots avec Victor Pérez Boucheron, une chaleur peut-être insoutenable. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là cet après-midi. Il fait combien en ce moment ? Oui, vous l'avez dit, 30 degrés, le département de l'Hérault placé en vigilance orange à risque canicule. Il fait certes un petit peu moins chaud que dans le reste de la France. Je suis avec Jocelyne. Jocelyne, vous avez choisi ce restaurant pour les brumisateurs. Au début, ils n'y étaient pas, mais là, je sens que c'est très agréable, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Surtout avec cette canicule, c'est très bien. Justement, il y a un petit courant d'air également, ce qui fait que waouh, on peut respirer davantage. Voilà, respirer, se rafraîchir, on sent qu'on a moins chaud. Donc c'est agréable, c'est très bien. C'est une priorité qu'on vient au restaurant, de choisir un restaurant peut-être qui propose des brumisateurs ou qui propose des îlots de fraîcheur peut-être. Avec cette canicule, oui, ça serait très bien qu'il y en ait un peu plus partout dans les autres restaurants. C'est ce que je trouve. Merci beaucoup Jocelyne. De rien. Merci. Ouais, voilà, vous l'avez compris, des fois c'est peut-être un choix de choisir des restaurants où on peut profiter davantage du repas. Merci beaucoup. Victor Pérez Boucheron, on ne va pas déranger plus longtemps. C'est la personne qui déjeune donc à la fraîche. Cet après-midi, on les comprend. À Palavas-les-Flots, vous êtes avec Dorine Jarnias. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a réuni ce matin les autorités sanitaires, notamment. Pas de plan blanc pour le moment dans les hôpitaux, mais elle parle tout de même de ces conseils, de ces bons conseils qu'il faut évidemment respecter en ces temps de canicule. Chacun de nos concitoyens doit se souvenir qu'il faut rester au frais, s'hydrater le plus possible en buvant évidemment de l'eau, en essayant de se rafraîchir. Ce sont aussi des nécessités de faire attention à ses proches, aux personnes que l'on connaît qui sont des personnes isolées. Nous sommes en période touristique. On fait très attention à la noyade parce que quand il fait chaud, les gens ont tendance à se baigner. Ça peut être sur le littoral, ça peut être dans des piscines. On sait tous que le risque de noyade reste un risque important. Voilà, vigilance donc. Kevin Fleury nous a rejoint en plateau du service météo de BFM TV. Cette vigilance rouge qui va s'étendre à l'est demain. Oui, vous avez raison. Rhône, Isère, Ardèche et Drôme, ce sont les 4 départements supplémentaires ajoutés donc en rouge sur la carte de vigilance de Météo France. Ça s'ajoute aux 12 qui restent placés en vigilance rouge aussi au moins jusqu'à demain matin à 6h. Et puis il y a du orange quasiment sur toute la France, pour faire simple. Petite partie des Pays de la Loire, de la région centre, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France à l'écart, mais sinon on a du orange même désormais jusqu'à la partie sud de la Corse, avec donc cet épisode caniculaire qui concerne la quasi-totalité du pays. Et aujourd'hui, on a déjà battu plusieurs records de chaleur. Oui, c'est tout à fait exceptionnel. L'un des premiers, c'était Gavarnie dans les Hautes-Pyrénées. On a maintenant Bordeaux avec 41,6 degrés relevés tout à l'heure à 15h36. C'est tout à fait évidemment remarquable. C'est un record de chaleur donc absolu pour cette ville de Bordeaux qui bat évidemment aussi le record, en tout cas la valeur observée en août 2003. Et tout un réseau entier de Météo France est en train de battre aussi des records mensuels ou de chaleur absolue. Plusieurs stations dépassent les valeurs d'août 2003. C'est le cas dans plusieurs territoires, notamment en Charente ou encore en Charente-Maritime. Voilà, vous allez voir les valeurs s'afficher. Par exemple, à La Couronne, 41,7 degrés, c'est du jamais vu. À Bergerac,
ou encore dans le département de la Haute-Vienne aussi. Donc quand Météo France disait qu'on se dirigeait vers un épisode caniculaire remarquable, si ce n'est exceptionnel, eh bien malheureusement on y est et ce n'est que le début. La semaine s'annonce vraiment éprouvante. Merci beaucoup Kevin pour toutes ces précisions. On est en visio avec John Pinte, qui est président national du syndicat national des infirmiers et infirmiers libéraux. On ira le retrouver dans quelques instants. D'abord, allons voir Pierre-Olivier Danton, qui est dans l'un des départements concernés par cette vigilance. Pierre-Olivier Danton, qu'on retrouve du côté, on le retrouve où, notre ami Pierre-Olivier Danton? Parce qu'on est un peu partout là cet après-midi sur BFM TV, on est sur tous les fronts, évidemment. Tout ce que je peux vous dire avec certitude, mon cher Pierre-Olivier, c'est qu'il fait chaud, vous transpirez. Absolument, 40 degrés ressentis, 42 ici dans le camping des Berges du Lot, à Saint-Sylvestre-du-Lot, à une trentaine de kilomètres d'Agen. Et vous les voyez, ces résidents qui profitent d'un peu de fraîcheur en plein après-midi pour affronter cet épisode caniculaire extrêmement intense. Et on est avec Laurence, vous êtes la gérante de ce camping des Berges du Lot. Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour aider vos résidents à affronter cet épisode presque inédit? Oui, alors c'est vrai qu'avec mon compagnon Jérôme, on a mis en place un petit plan canicule qui n'est pas non plus énorme. Première chose, effectivement, éviter de sortir à certaines heures. Beaucoup de campeurs ont la climatisation dans leur camping-car et nous, on a l'avantage également d'avoir un camping qui est extrêmement ombragé. Nous avons une guinguette et du coup, nous avons distribué des glaçons et de l'eau très fraîche systématiquement à la demande des campeurs. Jérôme et moi, on passe les voir également régulièrement pour savoir si tout va bien. Puis après, bien sûr, la piscine. Et là, comme vous pouvez voir, on est tous ensemble pour pouvoir se rafraîchir. Justement, d'ailleurs, quand vous avez appris que cet épisode caniculaire allait arriver, il y a eu aussi un petit message de prévention auprès d'eux? Oui, tout à fait. La première chose, c'est que nous, la mairie nous a prévenus par un mail en nous donnant donc une alerte canicule. Et à ce moment-là, aussitôt qu'on reçoit une alerte, on informe automatiquement les campeurs, que ce soit de canicule ou autre. Merci beaucoup Laurence. Voilà, et on rappelle qu'il faut être extrêmement vigilant ici avec 12 départements du sud-ouest en vigilance rouge canicule et ça continuera demain pour la journée de mardi également. Garonne donc qui est concerné par cette vigilance rouge aujourd'hui et demain donc encore. Merci à Pierre-Olivier Danton avec les images de Nicolas Deroussy pour BFM TV. Et on retrouve donc John Pinte. Bonjour, vous êtes président national du SNIL, le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, des infirmiers qui ont un rôle majeur en plein été lorsque ces canicules surviennent. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Écoutez, déjà, il y a deux éléments qu'il faut savoir. C'est que ces canicules arrivent dans des périodes estivales, donc où les patients ont moins de visites de leurs proches, mais aussi où les professionnels de santé sont moins présents sur le territoire. Les infirmiers libéraux, eux, sont soumis à la continuité des soins, donc ont une obligation de poursuivre les soins. C'est pour cette raison qu'ils sont essentiels dans ces périodes de canicule, mais comme lors de toute période de crise sanitaire. Donc, ces infirmiers, dans leur mission au quotidien, vont avoir un rôle d'information, mais aussi de surveillance et d'alerter si un patient se dégrade, puisqu'on a des patients qui sont des patients fragiles, soit atteints de pathologies chroniques, soit âgés, avec des médicaments qui parfois peuvent être assez compliqués à gérer dans les périodes de canicule. Justement, le ministre de l'Intérieur, ce matin, faisait passer une circulaire aux différents préfets des territoires concernés par cette canicule. Il y a donc plus de préfets avec la météo en cours et la vigilance qui vient de s'étendre, John Pinte. Le ministre de l'Intérieur qui demandait en substance d'avoir une attention toute particulière justement sur les systèmes de santé, sur les tensions qui pourraient intervenir. Est-ce qu'à votre regard, le système de santé est prêt pour non seulement subir cette vague de chaleur, mais les vagues de chaleur, puisqu'on est à la deuxième de l'été et on pourrait aisément imaginer qu'elles se multiplient, ces vagues de chaleur? Oui, on s'y prépare progressivement, on commence aussi à s'habituer à ces périodes de chaleur. Ça concerne aussi les régions où ils ont plus facilement ces périodes de chaleur à répétition. Donc, on a une certaine habitude. Pour autant, le système de santé reste fragile, d'où l'importance de mieux prévenir, de mieux anticiper toutes ces problématiques. Et puis, les infirmiers peuvent aussi alerter au bon moment en ayant cette surveillance accrue au quotidien. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que malgré tout, les infirmiers subissent aussi ces périodes de chaleur. Nos conditions de travail se dégradent
puisqu'on doit être dans nos véhicules où il fait très chaud. On est chez nos patients qui ont souvent des habitations qui ne sont pas climatisées. Donc, il faut aussi que les professionnels prennent soin d'eux-mêmes aussi et soient vigilants à leur propre santé pour pouvoir assurer justement la surveillance de toute la population. Merci beaucoup, John Pinte, président national du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. On a compris le rôle essentiel que jouent évidemment ces personnels de santé dans ces canicules estivales. Dans l'actualité à l'international, on voudrait vous montrer cette image en direct à présent du président Donald Trump. Il est à la Maison-Blanche pour parler sécurité, une conférence de presse qui était prévue pour discuter de cette thématique. Probablement sera-t-il interrogé sur la réunion qui aura lieu dans 4 jours en Alaska avec Vladimir Poutine, je vais y arriver. En attendant, donc, vous voyez ces images, le président qui s'exprime de manière générale, je dis, sur la sécurité. Évidemment, nous ne manquerons pas de l'écouter dès qu'il parlera de la situation ukrainienne. Justement, on va en parler avec le général Jérôme Pellistrandi qui est avec nous à distance. Merci de nous répondre aujourd'hui, général. Avec donc cette horloge qui avance, le décompte, 4 jours maintenant avant cette réunion pour laquelle la présence de Volodymyr Zelensky est encore un point d'interrogation, même si J.D. Vance l'évoque, en tout cas dans une rencontre bilatérale uniquement avec Donald Trump. Est-ce que ce serait de nature à aider l'Ukraine ou au contraire à piéger Volodymyr Zelensky ? En fait, là aussi, c'est difficile vraiment à évaluer. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, une réunion Trump-Poutine sur l'Ukraine sans associer Volodymyr Zelensky est difficilement acceptable, tant pour, bien sûr, les Ukrainiens que pour les Européens. Maintenant, quelle va être l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine? C'est-à-dire que est-ce que Donald Trump va être en quelque sorte offensif à l'égard de Vladimir Poutine, ou est-ce qu'il va être entre guillemets, en train de brader l'Ukraine pour avoir un accord rapidement. Ce qui est inquiétant, c'est que de l'autre côté, on a en fait toute la machine de propagande russe qui est en quelque sorte en train de mettre en avant ce sommet, de mettre en avant Vladimir Poutine, et donc là aussi de marginaliser Volodymyr Zelensky. Donc voilà, vous avez raison, l'horloge tourne. Il va y avoir des discussions mercredi entre les Américains, les Européens et Volodymyr Zelensky, mais c'est vrai que la question est toujours sur la table, et donc l'horloge tourne, et il faut espérer que quelque chose de positif puisse déboucher avant donc la rencontre entre Trump et Poutine. Et vous restez avec nous, général Jérôme Pellistrandi. On va aller à Washington retrouver notre correspondant Antoine Lard. Déjà, Antoine, depuis quelques heures, on entendait cette petite musique selon laquelle Volodymyr Zelensky pourrait s'immiscer d'une façon ou d'une autre dans ce sommet. Alors, on n'y est pas encore, mais il y a déjà des échanges qui sont prévus. Oui, en tout cas, il y a une très forte pression des Européens et des Ukrainiens pour que Zelensky ait sa place à la table des discussions ce vendredi. Il faut savoir qu'au départ, Washington voulait un sommet tripartite, Trump, Poutine et Zelensky ensemble. Finalement, Poutine ne veut pas en entendre parler et Trump a pris acte de ce refus et il semble prêt également à s'en accommoder. Mais les Américains laissent quand même la porte ouverte à une possible présence de Zelensky vendredi. On a entendu ce week-end notamment l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN déclarer que Zelensky pourrait être présent si Trump juge que c'est le meilleur scénario possible. Alors du côté de la Maison-Blanche, on explique tout de même que la priorité, c'est le tête-à-tête Poutine-Trump. Le président américain tient absolument à ce que cette réunion ait lieu et qu'elle se passe bien. Il est convaincu qu'il peut à lui seul convaincre le chef du Kremlin d'arrêter les combats. Et vous savez que la priorité pour Donald Trump, c'est d'obtenir un cessez-le-feu, quelles que soient finalement les conditions. Et manifestement, Trump pense que Poutine peut lui offrir ce cessez-le-feu. La Maison-Blanche précise aussi qu'il y a beaucoup de travail pour organiser les derniers détails de cette rencontre entre les deux chefs d'État, notamment tout ce qui concerne la sécurité. Et on rappelle que le lieu de cette rencontre n'a pas encore été officiellement annoncé. On sait que ce sera en Alaska, mais on ne sait pas où précisément. Enfin, il faut dire que la presse américaine dit que l'une des pistes potentiellement envisagées par la Maison-Blanche, ce serait que Zelensky se rende en Alaska
Alaska pour rencontrer Donald Trump, mais pas Vladimir Poutine. Il pourrait donc y avoir une succession de 2 réunions bilatérales. Pour le moment, donc, tout est encore sur la table. On verra ce que Trump a à en dire. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il donne actuellement une conférence de presse alors consacrée à la sécurité de Washington. Trump annonce qu'il va mettre la capitale américaine sous tutelle. C'est une obsession pour lui depuis une semaine. Mais on imagine qu'il sera également interrogé sur l'Ukraine. Il pourrait donner davantage de précisions sur la venue ou non de Zelensky en Alaska ce vendredi. Merci Antoine Hollard. Évidemment, avec ces images que vous venez de commenter, elles sont en direct de Donald Trump qui tient donc cette réunion, cette conférence de presse pour parler donc de la sécurité à Washington. Il a notamment ordonné le déploiement des militaires de la garde nationale à Washington, mais ça c'est de la sécurité intérieure. Pour revenir à ce qui nous intéresse et au sort de l'Ukraine, Claude Blanche-Maison, il y a donc ce point d'interrogation qui demeure sur la présence ou pas de Volodymyr Zelensky dans une sorte d'échange bilatéral en marge d'un autre échange bilatéral en Alaska pour mener à quoi ? Oui, alors d'abord, c'est important que mercredi, dans 2 jours, il y ait une concertation au sommet entre Occidentaux, entre Trump, Volodymyr Zelensky et les Européens. Sous la houlette du chancelier allemand. Sous la houlette du chancelier allemand. Alors on ne sait pas très bien exactement dans quelles conditions techniques, mais c'est important que cette concertation ait lieu de façon à ce que Trump soit pleinement informé de la position de M. Zelensky et des Européens, et puis que lui-même puisse voir jusqu'où il peut aller en discutant avec eux. Alors pour le reste, effectivement, il est bien possible que M. Zelensky soit invité en Alaska, mais pas à la table de négociation. C'est-à-dire qu'il sera là, à la disposition de la délégation américaine, de M. Trump, mais aussi de ses conseillers, pour faire un peu la navette, pour les informer de ce qui se passe à l'intérieur et éventuellement pour lui poser des questions. C'est probablement mieux que rien. Mais c'est vrai que c'est un peu un strapontin dans l'antichambre. Ça n'est pas une place à la table de la négociation et ça lui permet de faire passer ses idées, ses lignes rouges, mais ça ne veut pas dire qu'elles prévaudront. Donc on en est là, on va voir ce que donne la concertation de mercredi. Merci beaucoup Claude Blanche-Maison et Général Pellistrandi. On va vous voir dans un instant. Mais d'abord, avant de revenir sur ces dernières informations autour de cette discussion mercredi, il y a toujours cette interrogation autour du fameux échange de territoire mentionné il y a quelques jours par Donald Trump. Et si l'Ukraine abandonnait les 25% du Donbass qu'elle possède encore à la Russie en échange de la fin du conflit, une idée inacceptable pour les habitants et militaires encore sur place. Reportage près de Donetsk avec Nicolas Coadou et Théo Touché. C'est un scénario dont ici personne ne veut entendre parler. Abandonner le Donbass à la Russie en échange de la paix. Non, ça n'arrivera pas. Ces femmes viennent de perdre leur ami dans un bombardement russe. Malgré la violence quotidienne qui s'abat sur Kramatorsk et sa région, elles n'abandonneraient leur foyer pour rien au monde. C'est ma maison, je suis née ici, j'ai grandi ici, mes enfants aussi et mes parents y sont enterrés. Pourquoi devrais-je partir? Je suis ukrainienne, j'aime l'Ukraine et je veux vivre ici. Si un accord de paix avec cession de territoire était signé, je ferai mes affaires et je partirai. Victoria se sentirait trahie. Je ne veux en aucun cas céder nos terres. Tant de garçons, tant de vies jeunes, tant de choses ont été sacrifiées pour cela. Et les abandonner maintenant serait très douloureux. La région de Donetsk concentre la plupart des combats menés depuis 3 ans, mais aussi l'essentiel des pertes humaines. Ces villes grouillent de militaires. Ils ne se voient pas en partir. Je ne peux pas imaginer ça. Nous quitterions tous Kramatorsk maintenant et les troupes russes entreraient ici. Non. De toute façon, le président Zelensky a refusé cette option. Et la Constitution interdit de céder nos territoires. Des tranchées, des dents de dragon, des barbelés et des champs de mines. Si l'Ukraine venait à céder l'entièreté du Donbass à la Russie, voilà à quoi ressemblerait la nouvelle frontière. Vous le voyez, elle est d'ailleurs déjà prête. En attendant, ces fortifications servent à ralentir l'avancée des Russes, qui continuent de grappiller sans relâche le territoire ukrainien, bien loin des négociations diplomatiques. Général Pellistrandi, ces concessions, ces échanges de territoire, pour l'instant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne va absolument pas en entendre parler. Il l'a redit tout à l'heure sur Facebook.
Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a un volet constitutionnel, c'est-à-dire que, en théorie, la constitution de l'Ukraine interdit de céder des territoires, et paradoxalement, la constitution russe a annexé ces territoires. Bon, ça, c'est un aspect juridique qui n'est pas simple. Le véritable problème serait, en fait, c'est l'exigence des Russes d'obtenir la partie des régions qu'ils ne contrôlent pas actuellement. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il y a la ligne de front et il y a à peu près un quart, par exemple, de la région de Donetsk qui est toujours ukrainienne. Et donc, en quelque sorte, devoir céder ces territoires serait totalement inadmissible. Et c'est bien ça, l'une des problématiques, c'est que jusqu'à présent, en fait, les concessions pour Moscou, c'est à Kiev de les faire et en aucun cas à Moscou. Donc effectivement, c'est un sujet très, très sensible et en tout état de cause, de toute façon, le contentieux, il restera même après un processus de paix, parce que ça veut dire en fait une occupation, une annexion de territoires qui ne sont pas russes. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. Merci également à Claude Blanche-Maison de nous avoir aidé à décrypter cette actualité internationale qui continue de se dérouler sous nos yeux. Tout de suite, notre rubrique, c'est les vacances. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. C'est les vacances, et si vous n'avez pas la chance de partir ou si vous venez de revenir, on va vous faire découvrir ou redécouvrir l'archipel des Glénans. Oui, c'est un archipel au cœur de la Bretagne. Mais vous allez voir, vous le voyez déjà, c'est un désert de Caraïbes, avec peut-être une petite différence. Allez, la température de l'eau évidemment, mais les couleurs, vous le voyez, restent magnifiques. Reportage de François Pitrel. Un atoll aux eaux cristallines et turquoises, où les dauphins saluent notre passage. Bienvenue sur l'archipel des Glénans, un morceau de paradis qui ne se trouve pas dans les Caraïbes, mais bien en Bretagne. Marie-Pierre aime y naviguer et observer ce paysage qu'elle aimerait garder pour elle. C'est un lieu qui fait rêver. Bon, il faut partager un petit peu, donc on accepte évidemment que des plaisanciers viennent l'été profiter et découvrir cet archipel des Glénans. Mais ce qui surtout fait rêver, c'est que tous les jours, c'est différent. Sur les quelques îles, pas d'habitants à l'année, mais l'été, l'école de voile y héberge ses stagiaires. Ce sont les seuls à pouvoir dormir sur place et vivre avec le sentiment d'être au bout du monde. Je me sens assez privilégiée de pouvoir être ici et d'avoir ce paysage. J'ai l'impression en fait d'être sur des îles un peu paradisiaques. Même si la mer est peut-être un peu plus froide que dans les Caraïbes. C'est vivifiant. Elle est à 18-19, en vrai, c'est totalement acceptable. Une vie en autarcie pendant une semaine, 10 litres d'eau par jour, de l'électricité fournie par quelques panneaux solaires et zéro déchet, une nécessité pour préserver le site. Si on met des groupes électrogènes, de l'eau chaude, des bâtiments, etc., l'impact sera 10 fois pire, 100 fois pire. Là, le fait de rester dans un niveau de rusticité élevé, d'être sur des choses très basiques, ça nous permet d'avoir nettement moins d'impact. Et si vous ne vous sentez pas l'âme d'un marin, sachez que des navettes comme celle-ci permettent de faire l'excursion pour la journée. Et ça vous permettra d'économiser 2 tonnes de CO2 par rapport à un voyage aux Caraïbes. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 16h53, restez bien avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reviendrons sur cette deuxième vague de chaleur, deuxième canicule de l'été 2025, avec la fournaise qui s'étend du sud-ouest demain à des régions, à des départements de l'Est, puisque ce seront 16 départements et non plus 12 qui seront concernés par une vigilance rouge canicule. La vigilance orange passera de 41 à 63 départements. Quasiment tout le territoire métropolitain sera concerné par de très fortes chaleurs. Des records de température seront encore battus. On fait le point à 17h. À tout de suite. Si vous êtes jeune conducteur, résilié, sinistré ou malucé, il est presque impossible de trouver une assurance. Heureusement, depuis plus de 20 ans, AssurePeople.com est là et sera toujours là pour vous. Rendez-vous sur AssurePeople.com pour assurer tout de suite votre voiture. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur.
Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement, fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez-les maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. C'est important le .fr. 96 pages, sans spirale. Bravo champion. C'est leur raid ultramarine. Très bien. Surligneur, métallique. Il y avait des lots super intéressants. C'est bien joué ça. On est prêts. Bureau Vallée, pour la rentrée, on met la barre très haut et les prix très bas. Pour protéger votre maison et votre famille, tapez directement Verisure.fr. Choisissez l'alarme et le service client de l'année 2025. Alors tapez dans la barre d'adresse, ici en haut, Verisure.fr pour commencer votre devis. Rendez-vous maintenant sur Verisure.fr. Ok, c'est une banque sans actionnaire, mais ça reste une banque. Faut qu'elle fasse du chiffre. Oui, t'as raison. Eh ben voilà. Et ce chiffre, c'est celui de la satisfaction client. Oui, ben elle m'explique mieux que toi. 9 clients sur 10 sont satisfaits du Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre, j'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné et regardez le résultat, 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Alors nous les cahiers, on sait, hein, l'année, elle va être longue. Entre les pages arrachées, les sacs trop pleins, les goûters écrasés. Mais cette année, je suis prêt, plastifié, solide, motivé. Et je peux vous le dire, je vais résister aux cours de maths bien plus longtemps que vos enfants. Le cahier Esquisse à seulement 80 centimes en exclusivité chez Leclerc. Toutes les fournitures scolaires sont à prix Leclerc. Leclerc. L'art à son sommet est beau. Intemporel, époustouflant. Découvrez 5000 ans d'histoire. Vivez Shenyun. Je garde la tête froide et me fixe des limites. Je suis majeur, je peux entrer en jeu. J'écoute mes proches quand ils m'alertent. Le sport dans la peau. Le pari dans l'appli. Paris en sport en ligne. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour à faire du jardinage. Ce n'est pas un jour pour bricoler dehors. Ce n'est pas un jour à faire du toboggan ou de la balançoire. Ce n'est pas un jour à aller courir. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de canicule. Alors n'attendons pas de ressentir un mal de tête, des crampes ou de la fatigue. Restons au frais aux heures les plus chaudes et pensons à boire régulièrement de l'eau. Passons tous en mode canicule. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour, il y a du monde en ce moment sur l'arc atlantique avec des conditions évidemment extrêmement chaudes. Difficile de retrouver une température de l'air plus raisonnable sur le littoral. Le département des Landes qui est placé en vigilance rouge canicule. On surveille d'ailleurs l'évolution des prévisions pour les prochaines heures et surtout les prochains jours parce que l'épisode caniculaire s'annonce durable. Il est déjà exceptionnel de par les températures que nous attendons et que nous avons relevées ces derniers jours durant le week-end, y compris en altitude. À noter, avant de revenir sur évidemment les températures des prochaines heures, des prochains jours, ces orages, ces averses qui ont circulé un peu plus tôt tout à l'heure vers la Bretagne, la Normandie et qui remontent en ce moment vers les îles britanniques. Vous avez peut-être entendu le tonnerre. Voilà l'explication avec donc le positionnement de ces cellules orageuses. Les prévisions pour les prochaines heures désormais, avec encore quelques bourgeonnements nuageux attendus sur les côtes sud de la Bretagne jusqu'en Vendée. Ce sera assez voilé le matin vers les Hauts-de-France en matinée, mais dans l'après-midi, c'est terminé. Par contre, dans le sud, on vous rajoute ces nuages de haute altitude
et des bourgeonnements nuageux plus conséquents en direction de nos reliefs. Ça donnera une averse de pluie, voire un orage. Les températures de la nuit prochaine, tout à fait remarquables, avec 28 degrés, pas moins sur la Côte d'Azur, vers Roquebrune, Cap-Martin, vers Menton, vers Nice évidemment, 22 pour Perpignan, 20 degrés parfois de façon assez généralisée jusqu'au bassin parisien, et donc dans l'après-midi, des valeurs extrêmes. 40 pour Toulouse, 40 degrés pour le Lyonnais, 39 vers le Dijonais, 37 degrés entre la Champagne et la Lorraine. Rappelons rapidement une chose, c'est que nous sommes au cœur de la 51e vague de chaleur depuis 1947 en France. Nous en avons vécu 17 avant l'an 2000. Nous sommes désormais au cœur de la 34e depuis l'année 2000. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Vous êtes bien sur BFM TV, il est 17h et vous regardez l'après-midi info jusqu'à 18h encore. Nous sommes ensemble pour parler de cette canicule qui grignote le pays, de 12 départements en vigilance rouge, le plus haut niveau d'alerte aujourd'hui. Nous passerons à 16 départements demain, 4 nouveaux donc. Et quant aux départements en orange, vous le voyez, ils passeront de 41 aujourd'hui à 63 demain. La canicule qui gagne l'Hexagone ce début de semaine avec déjà plusieurs records de température battus. 41,6 degrés à Bordeaux aujourd'hui. La vague de chaleur pourrait durer jusqu'à la fin de la semaine. À 4 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska pour trouver un accord de cessez-le-feu en Ukraine, J.D. Vance, le vice-président américain, laisse entendre que le président ukrainien pourrait bien être présent, uniquement pour échanger avec son homologue américain. L'Europe s'organise en attendant. Le chancelier allemand a annoncé aujourd'hui des discussions mercredi, incluant des leaders européens, le président ukrainien et le président américain qui s'exprime en ce moment. Nous aurons l'occasion de l'entendre dans les prochaines minutes. Et puis depuis la résidence d'été varoise d'Emmanuel Macron, le président répond au plan d'occupation de la bande de Gaza détaillé par Benyamin Netanyahou, le chef de l'État français qui propose une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU pour sécuriser le territoire palestinien. Nous retrouverons Edgar Becquet dans le Var dans un instant. Mais tout d'abord, cette vigilance canicule qui se renforce sur le territoire avec ces 12 départements aujourd'hui en alerte rouge, le plus haut niveau d'alerte, mais qui passeront à 16 demain. Rejoint donc par, vous voyez, 4 départements autour de la vallée du Rhône. Pierre Barbin, vous êtes, vous, en Haute-Garonne, qui est concerné par cette vigilance rouge. Déjà aujourd'hui, vous êtes près de Toulouse, au lac de Tézoc, où il fait déjà bien chaud et on essaye par tous les moyens de trouver un peu de fraîcheur dans l'eau. Oui, bien chaud, ça signifie plus de 40 degrés, donc c'est forcément compliqué à vivre en ce lundi après-midi. Forcément, on cherche de la fraîcheur, des points d'ombre, donc c'est vrai que tous ceux qui habitent en ville, dans l'agglomération toulousaine, se retrouvent ici au lac de la Tézoc. On est avec Nicolas Prudhomme, vous êtes le gérant justement de cette base de loisirs. Vous vivez vos meilleurs jours, là vous attendez du monde pendant plusieurs jours ? Effectivement, la fréquentation est proportionnelle à la chaleur. Donc oui, il y a de plus en plus de monde là depuis 2-3 jours, tous les jours un peu plus. C'est quoi justement la population qui vient? Comme je le disais, des gens qui viennent surtout de Toulouse, de l'agglomération? On a les gens du coin, on a des touristes et aussi beaucoup de gens qui habitent l'agglomération toulousaine et qui cherchent à sortir un peu de cette chaleur torride qui doit envahir les rues de Toulouse. Ouais. Bon, ce qui est important d'expliquer, c'est qu'on est au bord d'un lac et vous, cette baignade, elle est surveillée par des sauveteurs. C'était depuis 2018, c'était important pour vous de mettre ça en place ici? Oui, on a un plan d'eau propice à la baignade. L'eau est bonne, il est grand, il a d'ailleurs été construit dans ce but-là, donc il était important qu'il y ait une zone de baignade gratuite, aménagée et surveillée. Donc effectivement, on s'occupe de ça depuis 2018, tous les étés. Les parents viennent chercher ça? Oui, les parents viennent chercher ça. Effectivement, c'est rassurant pour eux qu'il y ait une surveillance en plus de la leur. Merci beaucoup Nicolas. En tout cas, il y a du monde cet après-midi. Ça va continuer dans les jours à venir parce qu'on sait qu'il va encore faire très chaud ici dans le département de la Haute-Garonne. On sait d'ailleurs que le département sera de nouveau en vigilance rouge canicule dès demain. Merci beaucoup Pierre, avec Fantine Danser derrière la caméra. On est avec Paul Marquis, météorologue, il est avec nous en visio. Bonjour Paul, merci d'être sur BFM TV. Bonjour. Alors on a déjà des records de température qui sont tombés dans certains coins du pays, notamment en Gironde. Est-ce qu'on peut parler d'une canicule historique ?
Bien sûr, effectivement, vous l'avez rappelé, de nombreux records historiques sont tombés cet après-midi. On a effectivement eu plus de 41,6 à Bordeaux. Le précédent record, c'était 41,2. Donc, c'est effectivement jamais arrivé sur la station. Une autre station à Cappieu, en Gironde, avec 42,9. Donc, c'est considérable, quasiment 43 degrés. On a aussi 41,4 à Bergerac. Encore d'autres valeurs, voilà, entre 40 et 43 sur le sud-ouest. Donc, effectivement, 2003 est dépassé, ainsi que 2023. Donc, pour l'instant, on vit un phénomène qu'on n'avait jamais vécu auparavant sur une bonne partie du sud-ouest de la France. Et ça pourrait ne faire que commencer, puisque, donc, on le disait, demain, il y aura 4 nouveaux départements supplémentaires, donc placés en vigilance rouge. On peut espérer d'autres records encore qui seront battus. Exactement, donc la canicule va se décaler et s'intensifier demain sur le centre-est. Donc on attend jusqu'à 40-41 degrés à Lyon. Donc c'est vraiment une température extrême pour ce département. Également, on a l'Ardèche, la Drôme et l'Isère en vigilance rouge. Et effectivement, donc on a cette première bouffée chaude qui traverse le pays avant qu'une deuxième n'arrive en fin de semaine prochaine et qui sera beaucoup plus étendue et à la fois également encore plus puissante que la première. Donc c'est vraiment le tout début de la canicule qui s'annonce en tout cas quasiment comme 2003 sur une bonne partie sud de la France. Paul, on a tendance à l'oublier avec ces vigilances canicules rouges et oranges, mais il y a aussi un risque incendie qui est important, notamment dans le sud du pays. Donc c'est un facteur, la chaleur, un facteur d'aggravation supplémentaire, de risque supplémentaire ? Bien évidemment, vous l'avez rappelé, effectivement, la sécheresse touche une bonne partie du sud de la France à minima. Donc chaque départ de feu est forcément à risque, d'où l'importance de rappeler les gestes de bon sens. Ne pas effectivement jeter ses mégots par la fenêtre, pas de barbecue sauvage, pas de bivouac effectivement sauvage non plus. Donc chaque petit geste effectivement peut compter, peut avoir un impact sur les risques incendie. Donc tant que le vent ne souffle pas très fort, il n'y aura pas forcément de feu majeur. En revanche, après cette canicule, si jamais le vent de nord a la mauvaise idée de revenir sur notamment le sud-est de la France, donc Tramontane, Mistral, si ces deux vents reviennent, là on aura sûrement un risque d'incendie qualifié d'extrême après cette canicule qui s'annonce vraiment très très importante sur une très large partie de la France. Merci beaucoup Paul Marquis, météorologue indépendant, fondateur d'I-Météo Service. On va également parler avec vous Cécilia Creuset, vous êtes cofondatrice et CEO de l'application May. Cette application qui est un service préventif pour aider la population face à ce type de canicule. Exactement, et notamment on accompagne les parents et les futurs parents dans cette période de grande chaleur parce qu'ils ont beaucoup de questions sur le sujet. Alors en quoi ça consiste, expliquez-nous. Alors May, en fait, c'est un service de santé digital, donc c'est une application mobile sur laquelle les femmes enceintes, les parents de jeunes enfants ont accès à énormément de contenu. Donc là, typiquement, des fiches, des articles sur que faire en cas de coup de chaleur, comment prévenir le coup de chaleur, comment faire quand on est enceinte l'été, etc. Donc beaucoup de contenu et aussi la possibilité de poser toutes ces questions à notre équipe de sages-femmes, médecins, infirmières, puéricultrices. Ils sont 80 et ils se relayent tout l'été pour pouvoir répondre à toutes les questions tous les jours de 8h à 22h par chat. Merci beaucoup Cécilia. On va aller dans les Alpes-Maritimes, retrouver notre correspondant Benoît Riche qu'on retrouvera finalement un petit peu plus tard. Je profite pour vous dire qu'il y a une vigilance orange aussi dans le département des Alpes-Maritimes. Peut-être avec nous, justement, il est revenu. On est avec un invité qui nous rejoint en visio. Merci d'être avec nous sur BFM TV alors que donc cette vigilance canicule se poursuit, se prolonge. Daniel Guilherme, président de la Fédération nationale des infirmiers. Le ministre de l'Intérieur tout à l'heure disait au préfet il faut se tenir prêt, notamment surveiller les systèmes de santé pour qu'il n'y ait pas de tensions. Est-ce qu'on peut craindre, alors qu'on entame cette deuxième canicule de l'été, justement des tensions ? Je crois que ça a déjà été dit sur votre antenne en fait depuis ce matin, c'est que le pic, en tout cas en termes d'effet sur les patients fragiles, se fait pas dans les premiers jours, premières heures. C'est au bout de 2-3 jours en fait qu'on commence à avoir des effets mesurables. Maintenant, nous, notre objectif au niveau de la fédération, c'est de mobiliser notre réseau pour effectivement éviter les hospitalisations qui viendraient emboliser les services d'urgence. Donc, effectivement, de la prévention. On visite des centaines de milliers de patients fragiles tous les jours. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est d'augmenter en fait cette vigilance, mais au niveau des patients qu'on ne voit pas forcément de manière journalière. Donc, c'est plus un effet de solidarité nationale qu'il faut faire jouer pour éviter, effectivement, cet engorgement des services d'urgence s'il venait à arriver.
Comment sont mobilisées ces forces pour aider justement la population? Combien d'infirmiers sont disponibles, si vous avez cette information, l'été pour pouvoir justement aider au mieux la population face à ces problèmes liés à la canicule? Alors le pays compte à peu près 135 000, 140 000 infirmières, infirmiers libéraux. Effectivement, on est en congé, il y a des congés d'été bien sûr, mais dans la mesure où nous sommes confrontés à cette continuité des soins, en fait, on a cette obligation de continuité des soins. Les patients qu'on visite régulièrement sont visités de la même manière, en fait, quelle que soit la période. Je le répète, notre vigilance doit se porter plus sur les patients isolés qui ne reçoivent pas de soins, parce que ce sont ces patients-là qui sont susceptibles demain de décompenser par rapport au pic de chaleur et de se retrouver hospitalisés. Donc c'est inviter en fait ces patients à s'inscrire sur les registres de vigilance dans les mairies, de manière à ce qu'il y ait en fait cette solidarité collective qui agisse. Merci beaucoup Daniel Guilherme. J'aimerais qu'on retourne voir Cécilia Creuset. Cécilia Creuset, donc cofondatrice et CEO de l'application Mail. Alors on a plusieurs types aujourd'hui de moyens de s'informer, de se protéger face aux différents épisodes caniculaires. Il y a bien sûr la vigilance de Météo France qui, je vous le rappelle, a été prolongée à 16 départements en rouge pour la journée de demain. Il y a aussi votre système pour les publics, pour être tout à fait concret et complet. Comment ça marche? Racontez-nous. Alors en fait, Mail, c'est une application qu'on a créée il y a maintenant 5 ans, justement pour pouvoir faire de la prévention, donc ce qui est complémentaire au parcours de soins et qui fait écho à ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il vaut mieux prévenir, notamment sur des épisodes comme ceux qu'on est en train de vivre de canicule. Et donc très concrètement, cette application, les parents, les femmes enceintes peuvent la télécharger. Et en fait, comme je vous le disais, ils peuvent déjà s'informer. Donc typiquement, on a des fiches que faire face à un coup de chaleur chez un enfant petit. C'est typiquement le risque qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Mais donc c'est 3000 contenus, articles, podcasts, fiches pratiques, etc. Et puis en fait, ils peuvent aussi, quand ils sont abonnés, poser leurs questions à notre équipe de soins. Donc c'est ouvert tous les jours, entre 8h et 22h. Et on répond en moyenne en 10 minutes. On peut parler à une sage-femme, un médecin, une infirmière puéricultrice, selon la nature de la question que l'on a. Merci beaucoup Cécilia Creuset d'avoir été avec nous sur BFM TV. Cette vague de chaleur donc très très importante, c'est la deuxième de l'été, on le disait Fanny. On s'oriente non seulement vers la deuxième vague, enfin on l'a même entamée, mais ça pourrait être la semaine la plus chaude de l'été. C'est en tout cas la question que l'on se pose cet après-midi et on va tenter d'y répondre avec Simon Pérez, Laura Champion et Yaliz Kirzali. Sur les bords de la Garonne, Damien est sorti plus tôt ce matin pour s'entraîner. Mais à l'ombre, déjà plus de 25 degrés. Alors, il adapte aussi la pratique. Le but, c'est de me ravitailler dès que je peux pour essayer de boire, de m'arroser un petit peu le visage, la casquette, prendre 2-3 minutes pour souffler un petit peu, reprendre un petit peu le rythme cardiaque qui redescend et puis repartir de plus belle. En ville, la chaleur est difficile à supporter. Face aux températures annoncées les prochains jours, ces touristes lillois ont modifié leur programme de vacances. On fréquente les cinémas, les grottes, les musées, enfin on devient addict de la culture. La canicule a aussi surpris Mounira. En vacances avec ses 2 enfants en bas âge, elle passera la semaine au frais. On a une piscine, donc on va essayer d'en profiter un peu plus le matin plutôt que l'après-midi. Se reposer à l'intérieur l'après-midi, fermer les stores, rester à l'ombre. À Aix-en-Provence, les températures ont déjà atteint 38 degrés. Ce restaurant met tout en œuvre pour attirer la clientèle. On a mis en place des brumisateurs, donc ça nous fait perdre quand même 4 à 5 degrés, ce qui est non négligeable pour le client. Au niveau de la proposition culinaire, on a proposé une carte beaucoup plus fraîche, beaucoup plus légère. Mais lors d'un épisode de canicule, sortir reste déconseillé par les autorités. Voici les bons gestes à adopter. Reporter ses déplacements, se déplacer en dehors des heures, dès lors que c'est faisable, et puis emmener de l'eau, avoir toujours sa bouteille d'eau. Les températures resteront très hautes toute la semaine. Ce lundi devrait être la journée la plus chaude, mais attention, d'autres températures exceptionnelles sont attendues en fin de semaine. Allez, on va prendre la direction de la Côte d'Azur, direction les Alpes-Maritimes pour vous rejoindre. Benoît Ruiz, vous de votre côté, aujourd'hui la vigilance est orange, demain elle restera orange, mais il fait déjà très chaud à Carros dans l'arrière-pays niçois et vous êtes auprès de personnes justement qui sont en train de souffrir de la chaleur dans la rue.
Oui, exactement. Hein. Ici, c'est vrai que les Carossois et Carossoises vont prendre leur temps hein, pour sortir parce que toute la journée, ça a tapé fort aux alentours de 35 degrés, ressenti 37, 38. Nous sommes avec Yves. Yves, vous êtes papy trafic. Hein. Vous savez, ceux qui font la sortie des écoles. Oui. Alors là, il n'y a pas école, donc vous êtes un peu en vacances, on va dire. Oui. Comment ça va avec la chaleur? Est-ce que vous arrivez à gérer? J'arrive pas à le supporter. J'arrive pas. C'est trop dur. C'est impossible. Je ne comprends pas qu'il y en a qui arrivent à rester comme ça pendant 1 heure, 2 heures en plein soleil, c'est pas possible. Quel est votre programme justement quand il y a des chaleurs comme celle-là? Souvent, je reste à la maison, je bouge pas. C'est plus facile avec la clim, hein, puis voilà, on n'en parle plus. Oui. Voilà, mais après, ça vaut pas le coup de sortir. Pourquoi faire? On a trop chaud, on est mal à l'aise. Vous avez l'impression qu'il fait plus chaud qu'avant ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah oui. Ah oui, c'est atroce par rapport à avant, oui. Ouais, je sais pas comment, mais j'ai l'impression que la Terre a tourné, je sais plus où on est, là, mais parce que y a des moments, c'est vrai, hein, on se demande où on est. Et après ça repart. Alors, c'est pas de où c'est venu, mais c'est venu. Merci Yves. Donc, bonne course. Hein. Je suppose que vous allez faire les courses dans cette fin de journée. Donc, ici, voilà, Carrosse. On sort un peu plus tard. Et puis, les chaleurs, elles vont perdurer. Le CCAS est mobilisé pour appeler toutes les personnes fragiles, évidemment. Toute la mairie veut s'occuper justement de ces problématiques. Et donc, ici, la plus grande vigilance est de mise avec cette vigilance orange qui va perdurer sûrement les prochains jours. Benoît Ruiz dans l'arrière-pays niçois du côté de Carrosse pour BFM TV. Merci beaucoup. Benoît, l'actualité internationale avec d'abord des images en direct de Donald Trump qui s'exprime en ce moment d'abord sur la situation internationale, sa sécurité intérieure, mais aussi évidemment sur les questions des journalistes qui affluent sans doute à 4 jours du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. On ira à Washington dans quelques minutes pour suivre ça en direct. Justement, à 4 jours de ce sommet en Alaska, sur le sort de l'Ukraine. Pour l'instant, toujours pas de présence officielle du principal intéressé. Le vice-président américain, J.D. Vance, a laissé entendre aujourd'hui que Volodymyr Zelensky pourrait finalement rencontrer son homologue américain, mais toujours pas Vladimir Poutine. On revient pas dans le sens de la pression européenne qui a été exercée ce week-end et qui se poursuit avec l'annonce par le chancelier allemand d'une réunion qui aura lieu en visioconférence mercredi avec le président américain, le président ukrainien et les Européens. Nicolas Coadou est notre envoyé spécial à Dnipro en Ukraine en ce qui concerne les échanges territoriaux qui sont au cœur de ces discussions et qui seraient avancés par Donald Trump. Le président ukrainien, lui, répond que des concessions ne convaincront pas la Russie d'arrêter la guerre, Nicolas. Oui, exactement. C'est finalement le discours ukrainien qu'on entend depuis maintenant plusieurs mois, même depuis 3 ans. Il se réfère d'ailleurs à l'histoire et aux précédents conflits qui ont été menés par la Russie en Ukraine depuis 2014. Les cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas empêché la Russie de réattaquer en 2022. Il y a également eu plus tôt encore la Tchétchénie, l'Ossétie, bref, une preuve que la Russie ne respecte pas ses engagements. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky qui donc appelle à mettre plus de pression sur la Russie. Il explique que des sanctions massives doivent être mises en place contre la Russie de Vladimir Poutine afin de mettre l'économie russe à genoux. D'ailleurs, de plus en plus d'analystes expliquent que les sanctions commencent à porter leurs fruits. C'est donc pour cette raison que l'Ukraine presse ses partenaires européens et américains pour adopter encore de nouvelles sanctions contre la Russie. Il y a eu également cette réunion aujourd'hui, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, entre les Européens, les ministres des Affaires étrangères européens qui se sont réunis pour tenter de parler d'une même voix et soutenir l'Ukraine dans ces prochaines négociations, puisqu'au moment où on se parle, même si certains médias américains notamment laissent penser que Volodymyr Zelensky pourrait être l'invité surprise de ce déplacement, aujourd'hui, Vladimir Poutine refuse toujours de rencontrer Volodymyr Zelensky. Et Nicolas Coadou avec Théo Touché en Ukraine pour BFM TV en plateau, toujours avec nous. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie. Et puis Michel Fayad qui nous a rejoint, analyste géopolitique. Merci d'être avec nous. Comment vous l'interprétez là, ce qui est en train de se passer? À la fois l'Europe qui fait union et qui sort de son silence de ces derniers jours autour de Volodymyr Zelensky, et justement ces discussions prévues mercredi entre l'Europe, Zelensky et Donald Trump. En fait, l'Europe a mis tout son poids dans la balance pour essayer d'être dans la discussion. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va être vraiment dit mercredi. En tout cas, ce qui est assez intéressant à dire, c'est que d'un point de vue diplomatique, c'est l'Allemagne qui fait l'annonce et pas la France.
alors que c'est la France qui est le seul pays membre de l'Union européenne à être membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, à avoir un poids diplomatique en principe dans le monde. Et puis c'est la France qui a initié déjà depuis ce week-end plusieurs réunions déjà téléphoniques avec les leaders européens. Non, c'est vrai, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que cette annonce, à mon sens, aurait dû être faite par la France. C'est la France qui doit vraiment contrôler cette chose, parce que justement, c'est le rôle de la France. On sait que l'Allemagne miroite le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies de la France, et donc c'est quand même important que la France ne perde pas ce rôle-là. Mais ça montre quoi? Une faiblesse tricolore, une faiblesse française? J'espère pas. En tout cas, il est clair que les Allemands, eux, ont une volonté de s'imposer en Europe aujourd'hui, puisqu'ils utilisent cette guerre en Ukraine aussi pour se renforcer militairement. C'est les seuls qui en ont les moyens économiquement. On parle de 165 milliards de dollars de budget militaire d'ici 2030. Donc il y a une Allemagne qui veut vraiment compter. On a aussi les Polonais qui veulent avoir plus de chars que l'armée française. Je veux dire, il est vraiment important que la France pèse de tout son poids aussi, pour qu'il y ait aussi à la fois que la France compte, mais aussi bien sûr il faut que l'Europe compte, comme vous l'avez dit donc dans cet appel qui est prévu donc mercredi. Maintenant on va voir qu'est-ce que vraiment l'Europe peut faire au niveau de Donald Trump, parce que moi, il me semble que les négociations entre les Russes et les Américains ont commencé depuis plusieurs jours, que les tractations sur le texte final sont aussi en train d'être préparées aussi, enfin ont été préparées déjà depuis plusieurs jours et continuent de l'être. On se rappelle aussi que lors du dernier sommet de l'OTAN, Donald Trump a demandé à ce que le communiqué final ne soit que sur un recto, qu'il n'y ait pas de recto verso, ce qui veut bien dire que même le texte qui est en train d'être négocié doit être probablement un texte court. Et si Vladimir Poutine et Donald Trump ont accepté d'être présents et se rencontrer en Alaska, c'est qu'il y a quand même une volonté des deux côtés d'arriver à un texte commun, justement. Claude Blanche-Maison, justement, est-ce que ça veut dire que les dés sont déjà joués, que quoi que l'Europe essaye de faire, là on voit qu'il y a une mobilisation quand même depuis plusieurs jours, que ça s'intensifie à l'initiative de plusieurs pays européens, mais qu'en tout cas ça va dans le même sens, aider l'Ukraine. Malgré tout, est-ce que c'est peut-être déjà un train de retard par rapport à ce qui s'est déjà joué, peut-être en coulisses entre l'Amérique et la Russie ? Peut-être y a-t-il un train de retard, puisqu'en effet, il y a une initiative bilatérale. Et par définition, puisqu'elle est bilatérale, entre Trump et Poutine, l'Europe n'y est pas dans cette initiative. Et cette initiative va aboutir à la réunion du 15 août prochain, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors aujourd'hui, je voudrais quand même rappeler qu'aujourd'hui, il y a une réunion actuellement des ministres des Affaires étrangères européens, à l'initiative de Kaja Kallas. On critique beaucoup, bien sûr, et on a raison d'ailleurs. C'est la chef de la diplomatie européenne. Mais elle est, en effet, la haute représentante pour les affaires étrangères et la sécurité, c'est-à-dire un peu la ministre des Affaires étrangères européenne. Elle préside maintenant les réunions au titre du traité de Lisbonne des ministres des Affaires étrangères de l'Europe. Et elle a pris cette initiative hier, qui est relativement courageuse. Parce qu'en effet, en prenant cette initiative, elle a grillé, dans le fond, le chancelier Merz. Elle savait sans doute, parce que c'était dans l'air, que les Allemands allaient essayer de jouer les conciliateurs occidentaux en rapprochant Donald Trump, les Européens et Volodymyr Zelensky. Donc il va falloir voir ce qui sort de cette réunion d'aujourd'hui. Il peut en sortir des choses, parce que quand même, l'Union européenne... contrairement à ce qu'on dit, a mis plus de moyens financiers dans l'aide à l'Ukraine que les États-Unis. Alors Trump peut dire le contraire, mais il se trompe. Les chiffres sont là. L'Union européenne a mis plus de moyens financiers. Et d'ailleurs, le vice-président américain, l'autre jour, a dit il faut qu'elle en mette encore plus, sous-entendu, pour acheter des armes américaines. Donc, effectivement, l'Union européenne va jouer un rôle, de toute manière. Merci beaucoup, messieurs. Vous restez avec nous alors qu'on voit encore le président américain qui est en train de s'exprimer. On l'entendra dans quelques instants. D'abord, je vous propose de prendre la direction du sud de la France pour parler de cette réponse d'Emmanuel Macron au plan de Benyamin Netanyahou pour contrôler la bande de Gaza. On va rejoindre au fort de Brégançon, dans le Var, Edgar Becquet, le chef de l'État, passe ses congés d'été dans le fort de Brégançon. Il garde évidemment un œil sur l'actualité internationale riche en ce moment. Le président de la République qui dénonce Edgar le plan d'occupation israélien. Oui, tout à fait. Emmanuel Macron qui hausse le ton sur la situation en Israël et à Gaza et qui dénonce l'attitude de Benyamin Netanyahou. Je cite, il faut mettre fin à cette guerre maintenant avec un cessez-le-feu permanent. Voilà ce que nous dit le chef de l'État. Lui qui suit l'actualité
et la situation internationale depuis le fort de Brégançon qui se trouve juste derrière moi ici dans le département du Var. Le président de la République qui fustige les dernières annonces de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui souhaite, je cite, s'emparer de la ville de Gaza. Emmanuel Macron alerte, je cite, cela constitue un désastre annoncé d'une gravité sans précédent. La France qui dit aussi vouloir agir pour la sécurité d'Israël et la libération des otages, ainsi que pour le soutien aux populations palestiniennes et la reprise des actions humanitaires. Je cite, nous proposons une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU, dit Emmanuel Macron. La France qui, on le rappelle, a l'intention de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. C'est Edgar Becquet avec Willem Gay en direct du Var pour BFM TV. Cette guerre à Gaza, elle fait de nombreux morts évidemment parmi les civils, parmi les journalistes également. Le peu qui essayent de rapporter la situation sur place. Et cette nuit, la chaîne télévision qatari Al Jazeera a annoncé la mort de 5 de ses journalistes dans une frappe israélienne décrite comme ciblée. De son côté, Tsahal affirme que l'un des correspondants de la chaîne était un terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. Fin de citation, reportage d'Anis Girard avec Agathe Albouy. Au milieu des immeubles éventrés par les bombes, ces Gazaouis rendent un dernier hommage à l'un des journalistes tués dans la frappe. Quelques heures plus tôt, dans la nuit, la tente des reporters d'Al Jazeera est ciblée par une attaque israélienne. Avant l'arrivée des secours, au milieu des flammes, les personnes sur place se précipitent pour tenter de sauver les blessés, dans un climat de panique totale. Parmi les victimes, Anas Al-Sharif, 28 ans, l'un des visages les plus connus des reporters de Gaza. Sur ses réseaux sociaux, il partageait de nombreux contenus sur le conflit. Au petit matin, les habitants découvrent ce qu'il reste du campement des journalistes. Sur place, leurs confrères dénoncent une attaque délibérée. Cette attaque confirme que dans cette guerre, les journalistes sont devenus une cible légitime et que tous ceux qui tentent de transmettre le message de la vérité sont des cibles pour Israël. À la télévision, photo à la main, les journalistes de la rédaction d'Al Jazeera, basée au Qatar, saluent la mémoire de leurs collègues morts dans la nuit. Nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer notre reconnaissance et notre loyauté envers nos collègues martyrs et pour confirmer notre détermination à rester professionnels et à poursuivre sur cette voie. De son côté, Tsahal affirme qu'Al-Sharif était un agent infiltré du Hamas et qu'il représentait une menace. L'organisation Reporters sans frontières, elle, dénonce l'assassinat revendiqué d'un journaliste à Gaza par l'armée israélienne. Et la météo sur BFM TV. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour, il y a du monde en ce moment sur l'arc atlantique avec des conditions évidemment extrêmement chaudes. Difficile de retrouver une température de l'air plus raisonnable sur le littoral. Le département des Landes qui est placé en vigilance rouge canicule. On surveille d'ailleurs l'évolution des prévisions pour les prochaines heures et surtout les prochains jours parce que l'épisode caniculaire s'annonce durable. Il est déjà exceptionnel de par les températures que nous attendons et que nous avons relevées ces derniers jours durant le week-end, y compris en altitude. À noter, avant de revenir sur évidemment les températures des prochaines heures, des prochains jours, ces orages, ces averses qui ont circulé un peu plus tôt tout à l'heure vers la Bretagne, la Normandie et qui remontent en ce moment vers les îles britanniques. Vous avez peut-être entendu le tonnerre. Voilà l'explication avec donc le positionnement de ces cellules orageuses. Les prévisions pour les prochaines heures désormais, avec encore quelques bourgeonnements nuageux attendus sur les côtes sud de la Bretagne jusqu'en Vendée. Ce sera assez voilé le matin vers les Hauts-de-France en matinée, mais dans l'après-midi, c'est terminé. Par contre, dans le sud, on vous rajoute ces nuages de haute altitude et des bourgeonnements nuageux plus conséquents en direction de nos reliefs. Ça donnera une averse de pluie
voire un orage. Les températures de la nuit prochaine, tout à fait remarquables, avec 28 degrés, pas moins sur la Côte d'Azur, vers Roquebrune, Cap-Martin, vers Menton, vers Nice évidemment, 22 pour Perpignan, 20 degrés parfois de façon assez généralisée jusqu'au bassin parisien, et donc dans l'après-midi, des valeurs extrêmes. 40 pour Toulouse, 40 degrés pour le Lyonnais, 39 vers le Dijonais, 37 degrés entre la Champagne et la Lorraine. Rappelons rapidement une chose, c'est que nous sommes au cœur de la 51e vague de chaleur depuis 1947 en France. Nous en avons vécu 17 avant l'an 2000. Nous sommes désormais au cœur de la 34e depuis l'année 2000. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? De retour sur BFM TV, il est 17h30, excellent début de soirée ou bonne fin d'après-midi, selon comment vous voyez les choses. Voici en tout cas ce qu'il faut voir, cette canicule qui prend de l'ampleur en France. 16 départements en vigilance rouge demain, une vigilance qui s'étend à l'est du pays. Le sud-ouest n'a plus l'exclusivité de ces températures exceptionnelles. On a battu plusieurs records cet après-midi. On sera dans le Lot-et-Garonne dans quelques instants et on en parlera aussi avec Kevin Flory de ces records. On parlera également de l'actualité internationale à 4 jours de ce sommet Trump-Poutine qui aura lieu en Alaska pour décider d'un cessez-le-feu possible en Ukraine. Le président américain qui s'exprime à l'heure actuelle sur un sujet de sécurité intérieure, mais qui pourrait prendre la parole, notamment sur la présence annoncée par son vice-président de Volodymyr Zelensky en Alaska, probablement juste pour rencontrer le président américain. Le décryptage et surtout la prise de parole dans un instant du président Trump. Mais d'abord, cette canicule qui prend de l'ampleur avec 16 départements en vigilance rouge. Demain, notamment le Lot-et-Garonne, déjà concerné aujourd'hui par cette même couleur, ce même niveau de vigilance. 63 autres départements du pays seront en vigilance orange demain. On en parlera avec Kevin Flory dans un instant. D'abord, on va aller dans le Lot-et-Garonne, retrouver Pierre-Olivier Dantan avec Nicolas de Roussy dans un camping, parce que cette deuxième canicule de l'été, elle tombe évidemment en plein pendant les vacances. Il faut la supporter. Combien de degrés là en ce moment ? 40 degrés ressentis, 42 ici. Il fait extrêmement chaud dans ce camping au bord du Lot, dans le Lot-et-Garonne, à Saint-Sylvestre du Lot. Et il y a une trentaine de campeurs ici, mais tout le monde n'a pas la climatisation dans son camping-car, c'est votre cas. Bernard, vous, les nuits sont parfois un petit peu difficiles depuis 2 jours, ça va d'ailleurs continuer demain. Expliquez-nous quelles sont les petites techniques pour profiter un peu de fraîcheur, en fait, même en pleine journée. Oui, là, on a ce ventilateur qu'on vend avec un linge mouillé qui nous permet de ramener de la fraîcheur avec ce bac à glaçons. Et la nuit, c'est pareil. On ferme toutes les volets qui se trouvent là. Et la nuit, on va se coucher vers minuit, 1h du matin, avec toujours le même système. Et dans la soirée, on va se rafraîchir à la piscine. Et en plus, les douches qui nous permettent aussi de relaxer le corps. Et là, c'était indispensable d'aller chercher tout cette petite attirail, ces glaçons, etc. Ça vous permet de vous rafraîchir et de tenir finalement. Absolument. En tout cas, arrivé à cette époque, à un certain âge, qu'il faut faire vraiment attention. Donc, toutes ces petites méthodes d'anciens qui nous facilitent de maintenir une bonne température du corps. Ça fait du bien. Et ce soir, on sort pas du camping-car avant 20h, 21h ? Pas avant 21h. Pas avant 20h, 21h. On reste là bien tranquille, au calme, relaxation. Et après, on va se relaxer à la piscine. Priorité au direct, on écoute le président américain. Ils ont pris beaucoup de territoire. Sous Biden, ils ont pris presque tout. Enfin, c'est une question de temps, mais sous le président Trump, ils n'ont rien pris. Sous moi, rien du tout. C'est moi qui ai dit, vous ne pouvez pas construire ce pipeline. Moi, je suis arrivé et j'y ai mis fin. Nord Stream 2, personne n'avait entendu parler à l'époque. Peut-être que vous n'en y avez jamais entendu parler. Moi, j'ai mis fin à ce projet. Je n'étais pas un ami de la Russie, mais je m'entends bien avec Poutine. C'est bien de s'entendre comme ça avec certains pays. Mais c'était différent sous Biden. Biden est arrivé, il a approuvé ce pipeline et je n'en ai pas cru mes yeux. On disait Trump était conciliant avec la Russie, mais pas du tout.
Moi, j'ai mis fin au plus grand projet de développement économique avec la Russie. Le plus grand projet de développement économique de la Russie. Si j'y ai mis fin, ce projet était mort. Et ce président débile est arrivé et il les a laissés construire ce pipeline qui a fourni du gaz et du pétrole dans toute l'Europe. C'était une énorme erreur. Le président Poutine m'a invité, il a demandé à ce que je m'implique, et je crois qu'il souhaite mettre fin à cette guerre. Je l'ai dit. J'ai été déçu à plusieurs reprises. Pourquoi? Puisque j'ai des appels de bonne qualité, et puis ensuite des missiles sont lancés sur Kiev, et vous avez 50 personnes qui sont mortes dans les rues de Kiev. C'est atroce. C'est une guerre terrible. 5000 à 7000 personnes meurent chaque semaine. Et personne dans cette salle n'arrive à imaginer ce que ça peut faire. Ces missiles atterrissent dans les rues, ils tuent des gens, des civils, mais sur ces 5000 à 7000 personnes, il y a beaucoup de soldats ukrainiens notamment, qui sont de plus en plus âgés. C'est vraiment une guerre terrible. Ça, c'est la guerre de Joe Biden. Ce n'est pas ma guerre. J'ai fait un accord avec l'OTAN. Vous en avez beaucoup parlé. Nous ne payons plus rien. Nous ne payons plus rien à ce stade. On nous achète des choses, l'OTAN nous achète des choses et ensuite c'est livré aux Ukrainiens. Sachant que les pays de l'OTAN ont augmenté leur budget de défense de 2 à 5%. C'est leur engagement. Biden, lui, avait validé 350 milliards de dépenses pour l'Ukraine. Les Européens seulement 100 milliards. Beaucoup d'argent gaspillé, beaucoup de morts. Et c'est la pire chose qui s'est produite depuis la Seconde Guerre mondiale. Bien, j'y vais pour parler à Vladimir Poutine. Et je vais lui dire des choses. Il faudra qu'il mette fin à cette guerre. Il le faudra. Il ne va pas se moquer de moi. Il ne se serait pas moqué de moi. Cette guerre n'aurait pas commencé si j'avais été là. En tout cas, c'est ce que nous nous sommes dit. Et lorsque l'élection a été truquée, lorsque Biden est arrivé à la présidence, eh bien, c'est son style automatique qui est arrivé au pouvoir. Et puis, des choses stupides ont été dites et de mauvaises choses ont commencé à se produire. Cette guerre a commencé. Mais je ne crois pas que ça va se reproduire. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous y mettions fin. Et sinon, si ça se poursuit, on peut aboutir à une troisième guerre mondiale. Cet appel a été très respectué. Le président russe va nous rendre visite dans notre pays. Nous ne nous rendons pas chez lui ou il ne se rend pas avec moi dans un pays tiers. Il vient chez nous. Et je crois que ces conversations seront constructives. Et puis immédiatement, peut-être sur le retour, peut-être en sortant de la pièce, je donnerai un appel aux dirigeants européens avec lesquels je m'entends bien. Je m'entends très bien avec Zelensky, mais j'ai été en désaccord avec ce qu'il a fait. Fortement, cette guerre n'aurait pas dû se produire. Je parlerai à Zelensky. Ensuite, la rencontre d'après sera avec Zelensky et Poutine ou Zelensky et Poutine directement. Je ne sais pas où je serai, mais je crois que je devrais faire le lien entre les deux dirigeants. J'ai été ennuyé par le fait que Zelensky dise on aura besoin d'un accord constitutionnel pour faire tel ou tel accord. Je ne sais pas s'il a besoin d'un accord constitutionnel pour continuer la guerre ou pas. Et il faudra que des territoires soient échangés. Il le faudra. Et en conversation, en lien avec tout le monde, pour le bien commun, pour le bien de l'Ukraine. Bien sûr, il y aura aussi des désavantages des deux côtés. Des avantages, des inconvénients. Ça sera complexe, vous avez une ligne qui est très irrégulière, et il y aura des échanges de territoires, des changements de contrôle de certaines parties du territoire. Nous allons changer le tracé de la frontière. Et nous allons tenter de récupérer un certain nombre de territoires pour l'Ukraine. Les Russes ont pris des territoires de première qualité. Si vous possédez un morceau de la côte ou au bord d'un lac ou d'une rivière, eh bien, on appelle ça de l'immobilier de premier plan. Et l'Ukraine a perdu ses côtes, c'est comme ça. Une bonne partie de sa côte. Il reste une partie de la côte du côté d'Odessa, mais le reste est perdu. Ensuite, il est possible
que je quitte cette réunion et que je dise bonne chance à tous. Je me retire. Mais je crois que Poutine voulait initialement tout l'Ukraine. Mais si ça avait été moi, bien sûr, cette guerre n'aurait pas commencé. Et nous n'en serions pas là. Quoi qu'il en soit, je vais le rencontrer. Nous allons voir quels sont les différents paramètres de ces négociations. Le président Zelensky, les Européens seront informés par moi directement après la réunion. Bien sûr, je vais leur dire non, c'est pas à moi de faire un accord. L'accord doit être fait par les deux partenaires. La Russie doit retourner à son développement, un pays immense sur 11 fuseaux horaires qui doit s'occuper de lui-même. C'est le plus grand pays du monde, un pays qui a un potentiel absolument énorme, mais qui ne s'en sort pas bien, avec une économie en difficulté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a été perturbée par ces événements. Et quand le président des États-Unis dit à leur deuxième ou troisième plus grand acheteur de pétrole qu'il a des droits de douane de 50% en cas de poursuite des achats de pétrole de la Russie, ça fait mal. Ça fait mal. Et personne n'aurait été aussi dur que moi, je le répète, et je ne m'en suis pas tenu qu'à ça. J'ai dit d'autres choses, des choses encore plus fortes. Voyons voir. Est-ce qu'on arrivera à un cessez-le-feu? J'aimerais que ces deux parties trouvent un accord qui prenne en compte les intérêts des deux parties, mais il faut s'y mettre à deux. J'ai une bonne relation avec le président Poutine jusque-là. Je n'ai pas été tendre avec lui, en particulier sur l'affaire du pipeline, je le répète, j'y ai mis fin. J'ai également fourni des missiles Javelin à l'Ukraine, des missiles anti-chars. Les Ukrainiens disent que Obama leur a envoyé des draps, moi je leur ai envoyé des missiles anti-chars. Et sans ces munitions, les Ukrainiens n'auraient pas réussi à détruire les blindés russes qui sont entrés en Ukraine en 2022, bloqués dans la boue et ensuite tapés par les missiles. Sans ça, peut-être que les Russes auraient été en 4 heures à Kiev. Au lieu de ça, les chars russes se sont embourbés au nord de Kiev. Donc on avait ces chars embourbés, tapés par les Javelin. Je ne sais pas qui était le général en charge de cette opération, mais connaissant Vladimir, j'imagine que ce général n'est plus en poste actuellement. Des chars alignés comme à la parade, frappés les uns après les autres par les Javelin américains, opérés par les Ukrainiens. Bien, je vais rencontrer le président Poutine, je vais voir ce qu'il a en tête, ce qu'il va me dire, et si l'accord me semble bon, je vais en parler aux leaders européens, au chef de l'OTAN et également au président Zelensky. C'est lui que j'appellerai d'abord, par respect pour lui, et j'appellerai les autres après lui. Deux options ensuite pour moi. Continuez à vous battre, bonne chance pour la suite, ou alors, voilà, on a un accord. 88% des Ukrainiens souhaitent qu'il y ait un accord. Il y a 3 ans, tout le monde était à fond pour la guerre. Tout le monde est pour la guerre jusqu'à ce qu'elle se produise. Ça s'est produit avec différents pays. On n'avait pas d'accord avec tel ou tel pays. Et puis, j'appelle un de ses dirigeants, j'appelle le dirigeant, très dur, vous savez de qui je parle, lors de mon premier mandat, je l'appelle, lorsque la guerre commence, c'était terrible, des morts dans tous les coins. Et puis ce dirigeant a fait 1 semaine de guerre, et puis ensuite, il a fait l'accord que j'avais proposé. Pourquoi? Parce que cette guerre était sale. Allez-y. Vladimir Zelensky n'est pas invité vendredi? Il se rend, vous savez, ça fait 3 ans et demi qu'il est là et il se passe rien, mais il sera là. 3 ans et demi qu'il est là, vous savez ce que c'est qu'un bon accord? Eh ben, je vous dirai après la réunion. On peut avoir différentes définitions de ce que c'est qu'un bon accord. On peut avoir un accord très exhaustif, très large, très complexe. La guerre à laquelle j'ai mis fin, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, et bien sûr cette guerre, on avait un cas presque aussi complexe que celui-ci, avec différents paramètres, les routes, la frontière, ainsi de suite. On aura cette rencontre avec Vladimir Poutine, et à l'issue de cette rencontre, peut-être dans les premières 2 minutes, je saurai si on a un accord ou pas. Parce que c'est ce que je fais, vous savez, je fais des accords.
Deux questions sur la Chine, sur la Russie. D'abord sur la Chine. L'administration a accepté d'envoyer... Non, pas les semi-conducteurs les plus modernes, les plus obsolètes. Non, c'est un semi-conducteur ancien, obsolète, qui a été validé pour exportation vers la Chine. Les Chinois les utilisent déjà de toute façon. Donc j'ai parlé aux dirigeants d'NVIDIA. On parle ici du H20, un semi-conducteur d'une génération ancienne. Les Chinois en ont déjà, sous une autre nature, sous un autre modèle, sous un autre nom. Mais ils ont déjà cette technologie. Ou alors ils ont une combinaison d'autres choses. Jensen est un type très brillant. Il a également ce qu'on appelle le Blackwell. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un modèle très avancé. 17h44 sur BFM TV, vous avez entendu Donald Trump en direct, qui a pris la parole avant cette rencontre vendredi en Alaska, ce sommet entre lui et Vladimir Poutine. Donald Trump qui avoue avoir été contrarié par le refus de Volodymyr Zelensky de céder du territoire à la Russie. Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie, on imagine mal, en tout cas à entendre les propos du président américain, on imagine mal que Volodymyr Zelensky pourra passer à côté du fait de céder des territoires aujourd'hui. Oui, en effet, on vient d'avoir un exemple de très bon Trump, c'est du Trump pur jus. Il critique sur le plan de la politique intérieure Joe Biden. Si j'avais été au pouvoir, si on n'avait pas truqué les élections, il n'y aurait jamais eu cette guerre. Il répète cela, naturellement à destination de sa base électorale, et il ne change pas de scénario en réalité et d'histoire contrefaite. Et puis, effectivement, il dit qu'il veut que cette guerre cesse. Et il dit clairement que si elle ne cesse pas, eh bien, que les autres, que les Européens, que les belligérants se débrouillent. Donc il annonce son désengagement. C'est évidemment très important parce que c'est la pression maximum qu'il met sur Zelensky et d'ailleurs sur tous les Ukrainiens, parce qu'avec l'élégance qui ne le caractérise pas, il a mentionné en passant le général qui était le général qui avait été l'auteur qui avait utilisé les javelines que lui-même avait fournies pour faire exploser les chars les premiers jours de l'invasion. Et ce général, c'est celui qui est actuellement ambassadeur à Londres. Zaloujny, qui est un autre personnage qui reste très populaire à l'intérieur de la... Donc c'est une menace voilée à l'égard de Zelensky. Parce que dans ce genre de propos, effectivement, je crois que Trump est un orfèvre. Et puis, effectivement, il dit clairement qu'il va discuter avec Poutine, et avec Poutine tout seul, bien entendu, les échanges de territoire. Mais ça veut dire quoi, les échanges de territoire? Il ne le sait pas lui-même, apparemment. Alors, il fait la glose de ce que peut être le Donbass. Bien sûr, on sait que les Russes tiennent au Donbass, très bien. Il a l'air de faire l'impasse sur Zaporijjia et sur Kherson, les deux oblasts que les Russes ont adoptés, et en incorporant ça dans leur constitution, en laissant peut-être croire que les Russes pourraient laisser tomber, que l'armée russe pourrait reculer dans la partie de ces deux oblasts qu'elle occupe. Là, évidemment, il se trompe complètement, parce qu'il est exclu que Poutine puisse faire reculer son armée. Et puis, il méprise souverainement les populations qui habitent dans ces territoires qui pourraient éventuellement être échangées. Parce que les populations, c'est elles qui souffrent. Ceux qui sont occupés par les Russes, qui sont russifiés, qui sont martyrisés s'ils manifestent. Théo direct, on va écouter de nouveau le président Trump qui parle de l'Ukraine. La Russie vous a fait la guerre. Ça a été une déclaration très importante. Alors, ils ont battu Biden sur le dossier commercial, mais pas moi. La dernière fois, je leur ai déjà mis des droits de douane très importants, des centaines de milliards de dollars, et sans le Covid, on en serait déjà là. On finance des centaines de milliards de dollars rentrent au titre des droits de douane. Nous ne faisons qu'une seule chose. Nous répliquons. Nous leur faisons ce qu'ils nous font. Et c'est une très belle chose. La dernière fois, 25 milliards de dollars en excédent. Et d'où ça vient? Ça vient des droits de douane. Et je pense qu'on s'en sort très bien.
Je m'attends à avoir une rencontre avec Poutine et je pense qu'elle sera bonne. Peut-être qu'elle sera mauvaise. Encore une fois. Moi, je suis là pour une raison. Pour mettre fin à une guerre que quelqu'un d'autre a commencée, qui n'aurait jamais dû commencer. Si je peux y mettre fin, très bien. Une guerre complexe, avec avec un passif très lourd entre les deux pays. Ça fait 3 ans et demi que Zelensky est là. Je vais dire la chose suivante. Je vais mettre les deux dans une pièce. Je ne sais pas si je serai là ou pas. Et je pense que ce problème sera résolu. Je vous en prie. Est-ce que vous avez une autre question sur un autre sujet? Sur Washington. Un instant. Les deux personnes que vous avez à droite et à gauche ici sont des personnes exceptionnelles et je n'ai pas envie qu'ils soient plantés là pour rien. Est-ce que quelqu'un a une question pour eux? Okay, a question, Brian, go ahead. Thank you, Mr. President. All right. And by the way, this is only on DC. C'est uniquement sur Washington. Ensuite, les ministres vont partir parce que j'ai pas envie de les laisser derrière moi faire tapisserie. L'an dernier à Washington, j'ai été attaqué par des délinquants adolescents avec... Voilà pour les mots donc, du président Trump au sujet de la situation en Ukraine et de cette rencontre avec Vladimir Poutine vendredi prochain. Pour continuer avec nous, Michel Fayad, notamment, on comprend la position que prend le président Trump. Elle n'a plus de secret. En gros, il dit qu'il va venir. Il est là pour faciliter le lien entre la Russie et l'Ukraine, qui va d'abord parler évidemment à la Russie, et qu'une fois qu'un accord aura été conclu, il passera la main et faites avec ça, débrouillez-vous, mais que de toute façon, il y aura des cessions de territoire à concéder, que ça ne peut pas être autrement. Oui, bien sûr. Je veux dire, la Russie ne s'est pas battue depuis février 2022 et perdu des centaines de milliers d'hommes pour finalement reculer. Donc évidemment, aujourd'hui, ils sont en train de grignoter du terrain. Ils ont l'offensive sur le terrain, même si ça ne va pas aussi vite qu'ils le souhaitent. Mais donc évidemment la seule possibilité de négociation, c'est une négociation qui concernerait une cession de territoire. Il est clair là-dessus. Et il y a aussi, comme vous l'avez précisé, le fait que toute la pression est mise aujourd'hui sur Zelensky. Et le pire des scénarios pour Zelensky, c'est vraiment que vendredi, un accord soit annoncé entre la Russie et les États-Unis et que derrière, Trump dise à Zelensky « take it or leave it », c'est-à-dire signe, ou bien alors là, il y aura un gros problème. C'est à prendre ou à laisser. Parce qu'il dit que probablement Volodymyr Zelensky sera présent, peut-être dans un coin, dans un couloir à côté, il ne sera pas dans la discussion directement avec la Russie, mais que par courtoisie, il l'informera quand même de ce qui a été conclu. C'est vraiment une position très délicate qu'il assigne à Volodymyr Zelensky. S'il fait tout ce trajet pour aller là-bas, en gros, il récupérera juste les miettes de cet accord. Oui, il est en fait, c'est son pays et puis finalement il est juste informé. C'est quand même quelque chose d'incroyable, mais qui en réalité les Américains sont coutumiers du fait, parce que même avant Donald Trump, il y a eu, si vous vous souvenez, en 1990, à la fin de l'année 1990, sur le Liban, 1 million de Libanais qui manifestent chaque jour contre tout accord qui concernerait la perte de la souveraineté du Liban. Et puis finalement les Américains qui font un deal en donnant le Liban à la Syrie en échange de sa participation lors de la guerre du Golfe. Et ça, c'était au détriment du choix et de la volonté des Libanais. Et pourtant, ça s'est fait. Donc quand les États-Unis veulent, ils ont quand même la capacité de l'imposer. Et il y a quand même un élément aussi important qui a été dit lors de la conférence de presse de Donald Trump, c'est l'aspect sur la constitution ukrainienne. Parce qu'il a dit que la constitution ukrainienne, ça ne doit pas être un blocage pour une solution pacifique en Ukraine. Claude Blanche-Maison voit mal, donc on le disait tout à l'heure, Volodymyr Zelensky passe à côté cet échange de territoire. Ce qui intéresse la Russie, en fait, c'est de désenclaver la Crimée. Il parlait de côtes, il parlait de territoire. Bon, voilà, vous l'avez perdu, c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. C'est ce qu'a déclaré en substance le président américain. Il donne possibilité à la Russie de non seulement de s'agrandir, mais justement de récupérer toute cette bande-là. La Russie occupe toute cette bande-là. En effet, il y a une continuité territoriale du fait qu'elle occupe cette bande entre la Russie historique et la Crimée. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour le reste des oblasts
qui sont au-dessus de ce couloir, c'est-à-dire l'oblast de Zaporijjia et de Kherson, que la Russie n'a pas été capable d'occuper. Est-ce que ces zones que la Russie n'a pas été capable d'occuper, bon, on s'arrête là, on s'en tient à la ligne de front, ou bien est-ce que la Russie continue de les réclamer, puisqu'elle les a inscrits dans sa constitution? Moi, de la lecture... Priorité au direct, on retourne à Washington. Il souhaite que ce conflit soit résolu. Vous avez vu ma relation avec les dirigeants européens, elle est très bonne, parfaite en vérité. Donc je serai en lien avec eux. 5 d'entre eux m'ont appelé. Vous savez, c'est difficile, mais ils me font confiance. Et sans moi, on n'en sortirait pas. Jusqu'à ce que le dernier Russe ou l'Ukrainien soit tué. Attendez, je parle aux dirigeants européens, je vais parler au président Zelensky, je vais rassembler les idées de tout le monde, j'y vais avec toutes ces idées en tête, on va voir ce qui se ce qui il va se passer une ou deux choses, ça peut être une bonne rencontre et on avancera, on y arrivera. C'est ce que j'espère qu'il y aura un cessez-le-feu le plus rapidement possible, immédiatement même. Et puis, nous échangerons avec les dirigeants européens, avec le président Zelensky. Espérons qu'on réussisse. Je pensais que vous étiez là davantage pour le dossier Washington que pour le dossier Russie. Vous savez, ce sera dans quelques jours. Sur Washington, on va reprendre en main notre capitale. On va la rendre plus belle et surtout on va la rendre plus sûre. Si sûre que ce sera un modèle pour d'autres villes. Et puis d'autres villes, je pense, chercheront à s'inspirer de tout ce que nous faisons. Il y a des gens très compétents dans d'autres villes qui pourront prendre ce type de mesures. Nous, on a un groupe de professionnels très compétents. Nous aurons une capitale qui sera très sûre, très belle et très rapide. Je vous remercie. Je vous remercie. 17h55 sur BFM TV. Dans un instant, Alain Marchal vous fera suivre évidemment ce début de soirée consacré évidemment à ces déclarations de Donald Trump. On est à 4 jours du sommet en Alaska avec Vladimir Poutine. Pour l'instant, on ne sait toujours pas si Volodymyr Zelensky sera présent ou non, acteur ou non de cet échange entre les deux chefs d'État. Avant de laisser la place à Alain, peut-être un mot justement sur les déclarations du président américain par rapport à Volodymyr Zelensky. Il dit, j'ai été contrarié, mais il dit par politesse, je vais quand même l'appeler en premier, si jamais il n'assiste pas à l'échange. Il est un petit peu, on sent qu'il est un petit peu agacé par la communication du président ukrainien, le président américain. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, il veut arriver vendredi avec vraiment cette possibilité de conclure un accord. Et il ne peut pas se permettre que l'accord soit tué dans l'œuf par Zelensky. Donc il veut montrer, il veut arriver en fait vendredi, présenter un accord et que ce soit Zelensky qui le refuse, non pas à l'avance, mais du coup après coup. Merci beaucoup. On va retrouver Antoine Hollard, notre correspondant à Washington. Antoine, pour les suites de cette prise de parole du président américain cet après-midi sur la situation en Ukraine. Oui, et ce qu'on comprend d'abord en écoutant Donald Trump, eh bien, c'est que Volodymyr Zelensky ne sera pas invité à participer à la discussion vendredi en Alaska. Trump dit que le président ukrainien peut se rendre sur place s'il le souhaite, mais en gros, il ne sera pas assis autour de la table avec Poutine et avec lui-même. Il sera simplement informé par la suite de ce que les deux présidents russes et américains se sont dit. Par courtoiserie, je l'informerai en premier de nos échanges. Voilà ce que dit Donald Trump. Il y a donc et évidemment, après ces propos, la crainte que Poutine et Trump se mettent d'accord entre eux sur le dos de l'Ukraine et que les Ukrainiens et les Européens par la suite soient mis devant le fait accompli. Trump a également redit que avec Poutine, ils vont discuter de choses très concrètes et notamment des concessions territoriales que l'Ukraine va devoir faire. Alors, Trump n'utilise pas ce mot de concession territoriale. Il utilise le terme échange de territoire, une façon un peu plus pudique de dire que l'Ukraine va devoir céder une partie de son territoire, mais dans la réalité, c'est bien cela dont il s'agit, des concessions que l'Ukraine va devoir faire au niveau de son territoire. Alors,
quelles concessions exactement? Trump n'a pas vraiment donné de détails. On ne sait pas exactement où il veut faire passer les frontières, mais clairement la carte de l'Ukraine va devoir être redessinée. Et Trump, on le voit, fait une pression très forte sur Zelensky pour qu'il accepte ce principe. Dans le même temps, on voit aussi que Trump veut montrer, en tout cas, qu'il ne sera pas faible face à Vladimir Poutine et qu'il ne se laissera pas faire. Il l'a dit à plusieurs reprises, j'ai toujours été fort face à la Russie. Il dit aussi que Poutine, cette fois, ne va pas m'embrouiller. C'est une citation de Donald Trump. Il explique aussi que dès les premières minutes de son échange avec le président russe, il verra si Poutine est sincère dans sa volonté ou non d'arrêter les combats.